Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de mes 15 meilleures lectures de 2021. J'avais trop hâte de vous les présenter. Ça a été dur de réduire, c'est pour ça qu'on est parti sur 15, parce que j'ai eu beaucoup de bonnes lectures en 2021. Donc là vous avez vraiment le top du top. J'ai pas du tout classé par ordre de préférence, parce que honnêtement on peut à peu près tous les intervertir dans le classement et ça revient au même, sauf le numéro 1 que je présenterai en dernier. Mais voilà, je voulais vous présenter tout ça. Ça risque de prendre un petit peu de temps parce que je vais essayer de vous donner les résumés, mais je suis trop contente. C'est des livres pour certains qui vont avoir une suite en 2022, donc vous imaginez bien que j'attends ça avec impatience. Des nouveaux auteurs que j'ai découverts aussi en 2021. Donc c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Alors, le premier qui me tombe sur la main, c'est Station 11 de Emily St. John Mandel. D'ailleurs, elle a un nouveau livre qui sort début 2022, enfin je crois que c'est en mars, il me semble. Et j'ai trop hâte puisque je suis tombée amoureuse de sa plume, de sa manière de construire ses récits. Ici, on est sur une dystopie post-apocalyptique, c'est dur à dire, avec un virus, la grippe de Géorgie, qui s'est propagé en fait extrêmement rapidement et qui a décimé la grande majorité de la population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va y suivre différents personnages tout au début de la pandémie, juste avant que ça se lance, ou quelques semaines avant, au moment en fait où la pandémie est en train de se développer au maximum, et ensuite 20 ans après. Et donc on a des personnages qui reviennent sur toute cette timeline, d'autres personnages qui n'ont jamais connu l'avant-pandémie, et c'est hyper intéressant. En plus c'est centré, en tout cas pour l'après, sur une troupe en fait de musiciens et d'acteurs qui se baladent, qui sont une troupe itinérante et qui jouent du Shakespeare, et donc il y a tout ce côté aussi romantique, poétique, théâtral. Enfin c'est pas juste un roman en fait de série Z post-apocalyptique qui n'a pas vraiment en fait de message derrière. C'est un livre que j'ai trouvé hyper intéressant et ouais, franchement il est traduit en français en plus. Moi je l'ai lu en français aux éditions Rivage et je vous le recommande à 100%. Un autre livre qui est aussi disponible en français, donc ça c'est plutôt cool si jamais ça vous intéresse, c'est The Fifth Season de N.K. Jemisin. Donc ça s'appelle La Terre fracturée en français et la 5e saison pour le tome 1. J'ai adoré, franchement. J'ai les deux autres tomes d'ailleurs en français dans ma pile à lire, il faut vraiment que je les lise. Je sais pas si je vais les lire en anglais ou en français parce que j'ai bien aimé lire le tome 1 en VO. C'est un super bouquin, j'ai l'impression que je saurais pas forcément bien vous le vendre, mais si vous aimez ce genre de fantasy pareil, un petit peu dystopique, catastrophe, foncez, l'univers est hyper riche et ça m'a tenu en haleine pendant toute la lecture. Autre fantasy, et alors celle-ci, bah c'est logique si elle est dans ce tome, mais une de mes favorites de l'année, il y a le tome 3 qui sort en juin 2022 et c'est The Prison Healer de Lynette Noni. J'ai trop aimé. On y suit notre personnage, moi j'ai l'édition Fairyloot, le personnage de Kiva qui est enfermé en fait dans la prison de, je ne sais plus comment s'appelle la prison, je vous avoue, en plus j'ai pu le résumer, mais elle est enfermée dans une prison depuis des années et elle est devenue The Prison Healer en fait. Et du jour au lendemain, il y a la reine rebelle ou la princesse rebelle, je sais plus, qui est amenée dans la prison avec juste un mot où c'est écrit ne la laissez pas mourir, et elle va essayer de tout faire pour faire en sorte que cette vieille dame survive, et ça va amener plein de choses hyper intéressantes. Je vous en dis pas plus parce qu'il me semble que le résumé de ce livre spoil les trucs qui se passent vraiment au milieu du livre et je trouve ça dommage, donc je vous conseillerais de vous lancer dedans sans vraiment aller chercher plus loin que ce que moi je vous dis entre guillemets. Sinon ça vous spoil des trucs qui sont intéressants de découvrir par soi-même je trouve. Et c'est donc 3 tomes pour l'instant puisque le tome 3 sort en juin 2022 et il me semble que ça sera une trilogie, donc ce sera le dernier tome. Après on change complètement de registre. Pour info c'est quasiment tous des 5 étoiles hein, il me semble. J'évite maintenant de réduire entre guillemets mes livres à des notes, à part sur Goodreads quand je poste mes reviews je mets pas forcément des notes, mais parce que je trouve que parfois en fait c'est plus intéressant juste de lire l'avis de la personne et de se dire ok ça m'a l'air bien pour moi, plutôt que de se dire ok elle a mis que 3 étoiles, que 4 étoiles, pourquoi elle a pas mis 5 étoiles. Du coup ça veut dire que moi je préfère juste donner mes pensées sur le livre et puis après vous en faites ce que vous voulez entre guillemets. Mais donc cette année j'ai adoré cette pavasse qu'est A Little Life, si on peut dire adoré, puisque vous en avez sûrement entendu parler. C'est un livre extrêmement triste qui est très dur à lire. Il y a beaucoup de choses très compliquées qui sont, comment dire,
mise en avant de manière très crue dans ce livre, donc si jamais vous avez des sujets qui vous touchent particulièrement, je vous conseillerais réellement d'aller lire les trigger warnings. Moi je l'ai pas fait puisque j'ai aucun sujet vraiment qui va me faire fermer un livre et me dire ok c'est pas pour moi, je peux pas lire ça. On y suit le personnage de Jude. En fait c'est vendu comme un livre autour de 4 amis, mais honnêtement on y suit beaucoup plus le personnage de Jude qui a pas eu une vie facile et qui est entouré par plusieurs amis, et on va suivre un petit peu leur vie ensemble, la vie de ses amis, comment elle se rattache à ce que lui il a vécu, et on va le suivre en fait sur plein d'années, le personnage de Jude, et découvrir un petit peu tout ce qui lui est arrivé. Et c'est dingue à quel point on s'attache à ce personnage, à quel point on ressent tout ce qu'il ressent. Et franchement il a vécu des choses vraiment pas faciles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accroché avec ce livre parce qu'ils disent que c'est un peu de l'acharnement sur le personnage de Jude, et je comprends totalement pourquoi ça peut être perçu de cette manière là. Après malheureusement il y a des gens qui vivent vraiment autant de choses horribles, tout simplement je pense à Rupi Kaur qui écrit de nombreux recueils de poèmes sur ce qui lui est arrivé. C'est une jeune femme qui a été abusée sexuellement par des membres de sa famille quand elle avait encore que 4 ans, enfin bref il lui est arrivé des trucs horribles, elle a été frappée par certains de ses compagnons. En fait je me dis il y a juste des gens qui ont des vies vraiment, qui ont vécu des choses horribles, et c'est important aussi d'en parler. Donc voilà, je viens de tuer le mood de cette vidéo. Mais on va passer à un livre tout aussi glauque puisque c'est un thriller, mais c'est un thriller young adulte et j'ai adoré, donc Truly Devious. Il y a 3 tomes, un 4ème qui est sorti plus tard mais qui peut se lire pour moi séparément, c'est-à-dire que la trilogie Truly Devious elle a été conclue au bout de 3 tomes, mais on y suit le personnage quelques années plus tard dans le nouveau tome, et pour moi voilà ça peut se lire indépendamment. Et Truly Devious, donc c'est un thriller young adulte un petit peu Dark Academia que j'ai beaucoup aimé. On y suit le personnage de Stevie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, qui en fait intègre la Ellingham Academy, qui est une école privée dans le Vermont, et il y a des années en fait pendant le XXe siècle elle a été fondée par Albert Ellingham qui voulait faire un endroit en fait, une école qui est faite pour toutes et où pour tous plutôt, et où apprendre c'est un jeu en fait. Il veut faire venir des gens, des jeunes qui ont du talent, qui sont très intelligents, et il veut les éduquer d'une manière un petit peu différente. Sauf qu'en 1936, juste après que l'école est ouverte, sa femme et sa fille à Albert disparaissent. En fait, elles sont kidnappées et le seul indice qui est retrouvé, c'est une sorte d'énigme un petit peu humoristique qui est signé Truly Devious, et ça devient l'un des plus grands crimes dans l'histoire américaine. Et donc nous ça se passe des années plus tard quand Stevie Bell elle entame sa première année à l'Ellingham Academy, et elle a un plan hyper ambitieux, c'est résoudre cette affaire qui a été classée sans suite du coup. Plus Stevie va commencer à enquêter, plus il y a des choses bizarres qui vont commencer à se passer, y compris le retour de Truly Devious dans l'académie et le retour de la mort. Voilà, mais c'est vraiment un thriller que j'ai trop aimé. J'ai enchaîné les 3 tomes directement, et dès que le 4ème, donc The Box in the Wood est sorti, je l'ai acheté direct. Donc je vous le conseille à 100% si vous aimez les thrillers. Dans la même vibe, un petit peu creepy on va dire, j'ai pas la jaquette donc je vous le montre comme ça, mais c'est House of Hollow de Crystal Sutherland. C'est un des livres que j'avais acheté, je vous en avais parlé en début d'année, tout simplement pour sa couverture que je trouvais dingue. Je vous la mets ici. Je me suis dit ok, pour le coup je lis pas le résumé, rien, je l'achète parce que la couverture me parle, elle m'intrigue vraiment, et je me suis lancée dedans direct. J'ai adoré. Je vais essayer de vous retrouver le résumé pour pas vous spoiler parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais déjà c'est une ambiance qui est assez sombre honnêtement, une vibe un peu creepy, donc si c'est ce que vous aimez pas forcément je vous le conseillerais pas. C'est vraiment sombre, beaucoup comment dire, de métaphores autour des plantes, de la putréfaction, des insectes, donc voilà, soyez préparés. Mais je vous donne le résumé. On y suit le personnage de Iris Hollow qui a 17 ans et qui a toujours été un petit peu étrange. Il y a quelque chose qui leur est arrivé à elle et ses 2 grandes sœurs quand elles étaient enfants, et qui les a laissées avec 3 cicatrices en fait, une chacune en forme de demi-lune à la base de leur gorge, ici. Iris elle a donc passé en fait la majorité de son adolescence à essayer de cacher son étrangeté entre guillemets, mais sa grande sœur Gray en fait un jour, du jour au lendemain elle va complètement disparaître dans des circonstances qui sont assez suspicieuses, et Iris elle va
se rendre compte à quel point sa vie peut devenir bizarre, puisqu'il y a un homme avec des cornes qui commence à la suivre un petit peu partout, il y a un corps qui tombe du plafond de l'appartement de sa sœur qui a disparu, il y a plein de souvenirs bizarres, effrayants qui commencent à réapparaître dans sa mémoire. Et Iris, elle va donc se mettre à la recherche de sa sœur et essayer de remonter un petit peu sa trace, et elle va du coup tomber sur pas mal de choses bizarres qu'elle a laissées derrière elle. Ça devient donc en fait de plus en plus obvious entre guillemets que le seul moyen de retrouver sa sœur c'est de découvrir ce qui leur est arrivé quand elles étaient enfants. Et plus Iris se rapproche de la vérité, plus elle commence à comprendre en fait que la réponse au mystère qui les entoure, elle est très sombre et très dangereuse, et que Grey, donc leur grande sœur, a gardé beaucoup plus de secrets qu'elle n'en laissait paraître. Et honnêtement ce livre c'est une pépite, faut vraiment aimer la vibe hein, je vous le dis, c'est hyper bizarre mais moi j'ai adoré vraiment. Après j'ai 2 livres de TJ Klune dans cette vidéo, ça a été ma découverte de 2021, je pense l'auteur que j'ai le plus aimé cette année, j'ai adoré découvrir sa plume, et donc vous en avez forcément entendu parler je pense, mais j'ai adoré The House in the Cerulean Sea qui est traduit chez De Saxus, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Le second dont je vais parler va aussi être traduit chez De Saxus en 2022, donc vous allez pouvoir le découvrir si vous ne lisez pas en VO. Et donc The House in the Cerulean Sea, ça raconte l'histoire de Linus Baker qui, quand vous arrivez dans l'histoire, vous vous dites ok c'est un mec hyper banal, la quarantaine, un peu bedonnant, qui a une vie un peu chiante honnêtement, puisqu'il travaille pour le département qui est en charge de la jeunesse magique entre guillemets. Il a 40 ans, il vit dans une petite maison dans la banlieue avec un petit chat et des vieux vinyles qui lui tiennent compagnie. Mais sa vie toute paisible, elle, s'apprête à changer, puisque Linus, il va être appelé par le Extremely Upper Management et ils vont lui donner une mission qui est un petit peu curieuse mais surtout hautement classifiée. Il va devoir aller dans un orphelinat sur une île un peu éloignée et déterminer si les 6 dangereuses créatures, donc des enfants hein, on précise, sont aussi dangereuses qu'il n'y paraît, et si elles sont sur le point d'amener à la fin du monde. Donc là vous vous dites, mission assez sympathique pour notre ami Linus. Et donc quand Linus arrive sur cette étrange île, et bien il est accueilli par ces étranges enfants et aussi par le chef entre guillemets de cet orphelinat, Arthur Parnassus. Et plus Linus et Arthur se rapprochent, plus Linus découvre que le chef de cet orphelinat ferait n'importe quoi pour protéger ses enfants, même si ça veut dire laisser le monde brûler, ou pire, que son secret soit ramené, soit mis en avant, soit dévoilé. Et donc voilà, en gros, The House in the Cerulean Sea, c'est à la fois une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire d'acceptance, de discrimination, de pardon, enfin bref, c'est une petite pépite, c'est de l'amour, pas en bouteille du coup mais en livre, bref, j'y arrive plus. Et toujours du même auteur, donc ça c'est sa dernière parution, c'est Under the Whispering Door, et c'est mon préféré, honnêtement des deux c'est mon préféré celui-ci. J'ai adoré, c'est une histoire de rédemption, c'est une histoire d'amour, c'était trop bien. On y suit le personnage de Wallace en fait qui d'un coup décède, il est dans son bureau puis voilà, il passe de l'autre côté. Et il y a un Reaper qui vient le collecter en fait pendant son enterrement. Et lui il est complètement révolté. Il faut savoir que Wallace c'est pas une super personne honnêtement, c'est pas quelqu'un de très gentil, de très bien. Et donc il est complètement révolté. Mais quand Hugo qui possède un tea shop, un salon de thé, lui promet en fait de l'aider à passer de l'autre côté, Wallace finit par accepter la vérité. Il est décédé en fait, c'est ça qu'il a du mal à accepter, il refuse d'accepter qu'il est mort. Mais même dans sa mort, dans son décès, il refuse d'abandonner sa vie, malgré le fait qu'il l'ait passé en fait juste à travailler. Et plus Wallace se rapproche d'Hugo, qu'ils rigolent ensemble, en fait il commence à se demander s'il n'a pas raté quelque chose. Et donc quand on lui donne seulement une semaine pour passer de l'autre côté, et eh bien Wallace va décider d'essayer de créer toute une vie en 7 jours. Et j'ai adoré. J'ai vraiment pas mal pleuré pendant ce livre, mais c'est une pépite, franchement, mais lisez ce livre. N'hésitez pas à le lire en automne, je trouve que c'est la période parfaite pour le découvrir. Après, une romance dans mon top 15. Une romance dans mon top 15. Que m'arrive-t-il? Je suis une nouvelle personne.
You and Me on Vacation ou People We Meet on Vacation en fonction encore une fois de l'édition que vous avez de Emily Henry. Je l'ai lu pour les Goodreads Choice Awards et aussi parce que Laura Lee n'arrêtait pas de me dire lis-le, donc je l'ai lu et j'ai trop aimé. Franchement j'ai rarement autant annoté une romance, c'était trop mignon. C'est un Friends to Lovers, Friends to Enemies to Lovers, je sais pas, non Friends to Lovers, mais j'ai trop aimé. En fait ça se passe sur 12 ans. Et j'ai trouvé ça hyper intriguant parce qu'en fait ça nous permet de voir vraiment comment leur relation elle s'est développée, comment est-ce que les sentiments évoluent et en fait on a l'impression de vraiment connaître les personnages à la fin du livre et ça je trouve que ça rend la romance tellement plus attachante puisque eh ben on root for them, tu vois, on a trop envie qu'ils finissent ensemble et donc en gros on les suit quand il y a 12 ans ils se rencontrent à l'université. Au début ils sont en mode ok on se reparlera plus jamais, on s'apprécie pas particulièrement, jusqu'au jour où il y a 11 ans ils sont forcés de rentrer ensemble en voiture entre guillemets puisqu'ils habitent pas très loin l'un de l'autre et donc ils rentrent ensemble de l'université jusqu'à chez eux et ils commencent à se rendre compte qu'ils s'apprécient plutôt pas mal et ils décident qu'en fait à partir de maintenant tous les ans ils vont partir ensemble en vacances. Et ils font ça jusqu'à il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans il y a quelque chose qui capote, ça va plus, il se passe quelque chose, un événement, et en fait là, nous on est aujourd'hui, donc 2 ans après cet accident, ce truc qui s'est passé et on ne sait pas trop ce que c'est, et notre personnage principal, Poppy, essaye de demander donc à Alex, notre personnage masculin, si c'est possible de partir ensemble une nouvelle fois. Et donc là, cet été, donc 2 ans après ce qui s'est passé, Poppy elle demande à Alex de la rejoindre pour un dernier voyage. Et c'est écrit, est-ce que ce voyage ne leur permettrait pas de réaliser qu'ils ne sont pas tout simplement juste amis? C'était une pépite. Emily Henry, ça va être mon auteur de romance, achat direct. Dès qu'elle sort un livre, je vais l'acheter. Book Lovers sort en mai, il me semble, 2022. Je vais l'acheter direct, pareil. On passe sur un sujet un petit peu plus glauque, mais de la poésie. Et j'aurais pu mettre les 3, puisque j'ai lu ces 3 recueils de poèmes cette année. Donc il y a Milk and Honey, Homebody et The Sun and Her Flowers. Mais celui-ci reste mon préféré, donc j'ai mis celui-là. Mais vous voyez, je l'ai archi postité, j'ai surligné, enfin bref j'ai adoré. Ce que j'aime beaucoup c'est que Rupicor elle organise toujours ses recueils de poèmes en 4 phases. Généralement on part du moins triste au plus triste, sachez-le. Mais c'est par exemple, je sais que dans certains c'est les phases d'éclosion d'une fleur. Par exemple dans celui-ci c'est wilting, falling, rooting, rising and blooming. Et je trouve ça hyper intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est cet auteur-là qui a vécu pas mal de choses. Donc ça parle de pédophilie, ça parle d'abus sexuels, ça parle de violence, ça parle de racisme, ça parle de féminisme. Mais c'est tellement bien fait, c'est des poèmes qui sont tellement percutants et importants je trouve. Et au passage, je trouve aussi que c'est un très bon moyen de débuter la lecture en anglais puisque son vocabulaire n'est pas du tout compliqué, c'est plutôt court. C'est des phrases de tous les jours quand même entre guillemets. Donc si jamais vous cherchez à débuter la lecture en VO, je vous le conseille à 100%. Tout en étant au courant des sujets qui sont abordés dedans quand même. Après, j'ai 2 livres de Sarah J Maas. Je ne pouvais pas faire un classement de mes meilleures lectures sans mettre Sarah J Maas dedans. Obligé. En premier, A Court of Silver Flames, donc qui est le tome 4 de la saga ACOTAR qui est sur Nesta. Là j'ai mes jaquettes Under the Ink, j'ai finalement craqué, je ne regrette pas, elles sont magnifiques, mais bref. J'ai adoré ce tome, même s'il est moins centré sur l'intrigue politique, c'est un tome qui aborde la santé mentale, qui aborde le développement d'un personnage, le trauma, comment est-ce qu'on gère justement ces traumatismes, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve que Sarah J Maas elle a une très belle manière d'aborder la santé mentale, et ouais, j'ai trouvé que ça donnait une toute autre perspective au personnage de Nesta, et même si c'est pas hyper important pour l'intrigue politique entre guillemets, c'est important pour comprendre mieux en fait tous nos personnages, la relation entre nos personnages et comment est-ce que chacun gère avec ses traumatismes, en fait gère ses traumatismes et comment ils évoluent par la suite. Ensuite j'ai aussi toute une saga entre guillemets, mais j'ai choisi mon tome préféré parce que je vais pas vous présenter les 8 tomes, mais cette année on a lu dévoré avec Laura Lee la saga Throne of Glass, donc j'étais obligée de mettre dedans encore une fois les jaquettes Nerdy Ink. Et j'ai mis mon tome préféré qui est Queen of Shadows, même si je les ai tous aimés. Celui-là, il y a Manon sur la couverture, magnifique. Cette saga, c'est une pépite. Honnêtement, moi je la préfère à ACOTAR de loin. J'ai beaucoup aimé ACOTAR, mais celle-ci, elle a tout en fait. Elle a la romance, elle a le world building de dingue, elle a les meilleurs personnages que j'ai jamais lus. Ouais, c'est une pépite cette saga. Si vous l'avez pas lu, mais je vous la recommande à 10 000%. Les 3 premiers tomes sont déjà très très bien, mais
ça commence à être vraiment vraiment incroyable à partir du, je sais plus si c'est le 3e ou 4e tome, mais si vous l'avez jamais lu, foncez, 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 foncez. Après, j'ai lu cette année enfin Le Prieuré de l'Oranger, donc cette bavasse. J'aimerais trop avoir l'édition reliée de chez De Saxus qui est discontinuée. Ils arrêtent pas de rééditer plein d'autres hardbacks. Mais pourquoi ils rééditent pas celui-ci? Moi je le veux lui. Je le veux en hardback, je le trouve trop beau. Enfin bref, c'est une de mes couvertures préférées déjà. Je ne sais plus quoi dire. Si, bah peut-être vous faire un petit résumé. Je vais pas vous faire un vrai résumé, je vais vous lire juste les 3 phrases qu'il y a à l'arrière sur la 4e de couverture, puisque c'est tout ce que moi je savais en rentrant dans le livre et ça m'a suffi. A world divided, donc un monde divisé, un regnum sans héritier et un ennemi ancien qui se réveille. C'est trop trop bien. Alors par contre je pensais que c'était un one shot, finalement elle a décidé de donner une suite. En soi ça me dérange pas puisque j'ai adoré, donc voilà, mais je crois qu'elle a dit qu'il allait être encore plus gros que celui-ci, donc préparez-vous. Après ça vaut le coup, hein. C'est 800 pages, mais c'est 800 pages de pur bonheur. Avant-dernier de ce top, il a pas de couverture puisque j'ai enlevé la jaquette, donc voilà, mais c'est... Est-ce que je l'ai pris dans le bon sens du coup? Non. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. De Midnight Library de Matt Haig, j'ai trop aimé, je l'ai lu en début d'année lui, donc c'est plus tout frais dans ma tête honnêtement, mais il me semble qu'on y suit un personnage, alors il faut juste que je retrouve son nom parce que c'est le seul truc dont je me souviens plus. Nora, voilà. En gros on y suit le personnage de Nora, ça va pas trop dans sa vie, elle se sent pas heureuse, elle se sent pas bien et elle va décider de mettre fin à ses jours. Donc déjà voilà, vous êtes prévenus, ça aborde le suicide, ça aborde la dépression. Et en fait on va lui offrir la possibilité, elle va se retrouver dans la Midnight Library et elle va pouvoir choisir différents livres qui vont lui montrer ce que sa vie aurait pu être si elle avait fait un choix différent, comment est-ce que ça aurait pu complètement modifier toute sa vie. Et donc c'est un super livre sur les regrets, sur les différents chemins possibles, sur l'espoir, enfin c'est un livre que j'ai trouvé très très beau et depuis j'ai très très envie de relire d'autres livres de Matt Haig mais je l'ai pas encore fait. Donc ouais. Et en fait c'est organisé en différents chapitres avec à chaque fois un titre différent. Expectation, on a Island, Permafrost, et donc c'est voilà, tous ces chemins différents qui sont abordés et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Après c'est récité de manière assez plat. Donc je sais que ça peut paraître chiant pour certains mais c'est vraiment raconté comme si on vivait ce qu'elle est en train de vivre d'un coup. C'est très factuel, voilà, il faut le savoir. Moi j'ai adoré. Et le dernier, le vainqueur de cette vidéo, s'il ne devait en rester qu'un, il resterait celui-ci. Je pense que vous le savez, je vous en parle tout le temps, c'est mon favori de tous les temps je pense, et c'est Empire of the Vampire, cette édition Illumicrate. Pépite, voilà. Je l'aime de tout mon cœur, ce livre, c'est l'accomplissement de la carrière d'auteur de Jay Kristoff. Il a pris tous les éléments incroyables qu'il avait mis dans ses autres romans et il a créé cette masterpiece. C'est une pépite, c'est vraiment 700 pages de plaisir, on est transporté, on voyage avec le personnage, on s'attache, on vit une vie avec le personnage de Gabrielle de Leon et ouais, franchement si vous aimez la dark fantasy, foncez. Foncez, foncez, foncez. En gros, c'est l'histoire de, je vais vous le dire là, de Gabrielle de Leon. Il faut savoir qu'on est dans un monde où ça va faire 27 ans que le soleil ne s'est pas levé. Depuis maintenant 3 décennies, les vampires sont en guerre contre l'humanité. Ils sont en train de construire leur empire éternel. Et maintenant, il ne reste que quelques rayons de lumière dans une mer de darkness. Et Gabrielle de Leon, qui est à moitié homme, à moitié monstre, est le dernier Silver Saints qui reste, donc il fait partie de l'ordre du Silver Order, en fait, donc de l'ordre d'argent, qui a pour mission de défendre le royaume contre les créatures de la nuit. Et donc Gabriel, c'est tout ce qui reste entre le monde et sa fin. Sauf que au moment où on lit le livre, il a été emprisonné par les mêmes monstres qu'il a toujours voué de détruire. Et le dernier Silver Saints est forcé de raconter son histoire. Une histoire de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée. Une histoire de guerre du sang et d'un roi éternel et d'une quête pour le dernier espoir de l'humanité.
le Saint Graal. Je pense que je vais le relire dans pas très longtemps ce livre parce que je l'ai trop aimé. Il me semble que, je sais pas si De Sexus a annoncé qu'ils allaient le traduire, j'espère. J'espère. Voilà. C'est tout pour cette vidéo qui fait déjà 30 minutes, mais je ne pouvais pas faire plus court pour vous parler de mes favoris de 2021. J'espère que 2022 sera une année aussi riche en bonne lecture, vraiment, parce que j'ai fait des super découvertes. Et ouais, j'espère que ça va continuer. J'ai beaucoup de sorties, de nouvelles parutions très attendues avec des nouveaux auteurs que j'aimerais découvrir. Donc j'espère que ça sera positif, mais n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de 2021 et je vous souhaite que 2022 soit une super année de lecture aussi. Ciao ciao.